Bravo Christophe. Allez. Bon, après tant de liesse, je vous propose une séquence émotion. Ça commence, s'il vous plaît. C'est la séquence émotion, disais-je, avec Vincent Créalet. Vincent qui, parce qu'on a préparé évidemment tout ça depuis des jours et des jours. J'ai passé des heures et des heures d'interview avec chaque speaker. Et Vincent a vécu une expérience lourde, douloureuse, difficile. Il y a peu de temps, puisque c'était quand il avait 20 ans. Et Vincent est parti au Brésil avec des amis. Il est parti, comme chacun d'entre nous, pêcher le piranha dans un lieu truffé d'alligators, en pirogue, assez peu stable, avec quelques amis. Et puis, au bout de quelques heures, peut-être, ça il ne me l'a pas précisé, il a vu un de ses amis avec un énorme serpent sur les genoux. Et Vincent a pris peur. Vincent a déjà eu peur dans sa vie, notamment cette fois-là. Et il s'est relevé, mais la pirogue était peu stable et elle a failli chavirer. Je vous rappelle que le lieu était truffé d'alligators et de piranhas. Mais tout s'est bien passé. Ça s'est joué à rien, un petit rien comme ça, qui fait que Vincent aujourd'hui peut nous parler. Et j'ai perdu ma transition. Un petit rien. Ces petits pas grand-chose là, hein, qui peuvent faire énormément, c'est ce que Vincent va nous présenter. Applaudissons Vincent, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Alors, après cette sombre histoire de pêche, mais j'ai arrêté, je vous rassure, la pêche, je voulais vous parler, je reviens encore quelques années en arrière, je voulais vous parler effectivement d'abord d'une idée que j'aurais aimé avoir, et ça tombe bien parce que c'est le but de l'exercice aujourd'hui. Cette idée, si je remonte à quelques années en avance, en arrière, je travaillais pour un groupe de grande distribution à l'époque, et je m'occupais de la vente à distance de produits de crédit et d'épargne. Alors, on est un peu loin de ce dont on parle aujourd'hui. Mais à cette époque-là, j'avais l'envie, c'était une époque où on vendait un peu tout sous forme de pack. C'était les compact disques, voilà, pour ceux qui s'en souviennent, c'était les DVD aussi. Et du coup, j'avais l'envie en fait, de vendre des produits de crédit et d'épargne en magasin, en rayon. Et on imaginait bien des têtes de gondole avec tac, le pack crédit, je pars et je vais acheter ma voiture. Et de fil en aiguille, en discutant un petit peu, on s'est dit mais pourquoi on ne vendrait pas des packs de dons, tout simplement. Le magasin, c'est un endroit où clairement il y a un tel flux qu'il y a une possibilité de vendre des packs de dons. Donc on s'est dit pourquoi pas des packs MSF, des packs Greenpeace. On pensait que ça pouvait valoir le coup. Alors on y croyait beaucoup à cette idée, il faut dire. Et donc ce que j'ai fait, je suis allé voir ma directrice marketing de l'époque, que je salue d'ailleurs ce soir. Et voilà quoi. Bon, le résultat, il a été assez clair. C'est trop cher. C'est vrai, c'est trop cher. Ça pose des problèmes de logistique, ça, il n'y a pas de doute. Imaginons des packs, les coûts de fabrication sont assez importants. Et puis, à l'époque, le magasin, il ne s'intéressait pas tellement à ça, quoi. Le rayon, ça servait à quoi? Ça servait à vendre, à faire du profit uniquement. Alors... Bon, tant pis, on a remballé cette idée, et puis quelques années ont passé. Et puis finalement, un jour, c'est revenu. Le magasin, il s'est mis à faire du don. Et si je vous dis si je vous cite une phrase qui est les petits ruisseaux font des grandes rivières, est-ce que ça vous parle? Ça vous parle? Ça tombe bien. C'est ça dont je voulais vous parler. Effectivement, quelques années plus tard, il y a une entreprise qui s'appelle Microdon, qui a amené le don en magasin. Il a fait d'autres choses également. Mais la première chose effectivement significative et qui, moi, me touchait beaucoup pour avoir ce passé de la grande distribution, c'était d'amener le don en magasin. Alors, quelques 3-4 mots sur Microdon. Donc c'est une entreprise qui a été fondée en 2009 par Pierre-Emmanuel Grange, Olivier Cueil. L'année dernière, a priori, il était là pour représenter pour ce même exercice. C'est une start-up sociale qui est agréée ESSUS. L'arrondi solidaire, c'est la solution de mécénat participatif
a permis de collecter plus de 7 millions d'euros depuis ses débuts, donc c'est effectivement une grosse réussite. Et puis surtout, c'est un engagement très fort qui nous parle évidemment en tant qu'ONG, c'est que 100% des dons sont renversés aux associations bénéficiaires. Alors c'est plein de solutions innovantes. Microdon, c'est aussi c'est des vrais marketeurs hein, qui ont su aller chercher partout les bonnes idées et les avoir également. Et donc c'est l'arrondi lors du passage en caisse, c'est l'arrondi sur salaire, c'est l'arrondi en ligne, arrondi bancaire, don de temps et récemment la plateforme de l'engagement. Après j'arrête les chiffres, je vous rassure, mais c'est juste 20 millions de microdons qui ont été réalisés depuis le début. Plus de 1000 associations soutenues et pas loin de 320, ça a augmenté un peu, entreprises qui sont engagées à ce jour. Alors comment ça marche? Donc là, je vous ai mis une petite vidéo. Voilà, vous allez voir. Si ça marche. J'adore ces vidéos. I need a man to kiss my feet, to kiss me when I sleep. My attraction leads to passion, body connections in chain reactions. I'm a diamond in the mud, shining, oh, shining in the dark. Let's go. Voilà, donc ça c'est le paiement à la caisse. Vous avez sans doute tous été confrontés à un moment ou à un autre au PinPad avec la proposition de don. Donc ça c'était la première chose. Et puis ce qui a aussi accru leur notoriété et puis leur développement sur ce marché, c'est l'arrondi sur salaire. Et là aussi, et c'est pour ça que j'étais bien embêté juste avant, j'ai encore une vidéo. Donc si elle n'avait pas fonctionné, j'aurais été embêté. Voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu vous parler de microdons ce soir? C'est pas pour faire une opération de promotion pour microdons, c'est pas du tout ça. C'est que je pense que effectivement c'est une idée assez géniale qui va réussir à fédérer à la fois les organismes, les organisations, les entreprises, les salariés d'entreprise, et qu'aujourd'hui on a vu 320, enfin presque 320 entreprises sont partenaires de l'arrondi sur salaire. Il faut juste imaginer ce que ça pourrait devenir si toutes les entreprises qu'on a en France, si tous les salariés de ces entreprises se mobilisaient en donnant juste l'arrondi sur leur salaire et que les entreprises se mettaient à abonder, ça peut aller jusqu'à 200%. Ce serait absolument extraordinaire et des petits ruisseaux qui font des grandes rivières, on deviendrait cette fois-ci des océans de dons et je pense que c'est ça qu'on attend tous pour nos organisations. Voilà. Merci. Alors je laisse la parole. Merci beaucoup, Vincent. Alors maintenant, nous allons accueillir Anaïs Henry. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit, Anaïs? Elle m'a dit que, comme beaucoup de fundraisers, je crois, elle rêve d'avoir le don d'ubiquité. Là, je ne sais pas si c'est commun à tous les fundraisers, mais elle aime la pastèque et la moussaka. Les orchidées, sa créature légendaire est le phénix. Car dit-elle, enfin non, car il renaît de ses cendres, ça c'est pas Anaïs Henry qui l'a dit, mais elle nous dit qu'en marketing on doit sans cesse se renouveler, d'où le phénix. Voilà. Donc dans son portrait chinois, elle a également glissé que son son favori était le Kamehameha. C'est marrant, je commence à reculer le papier là. Le Kamehameha. Donc le Kamehameha, vous savez ce que c'est? Ça vient de Dragon Ball. Alors Z, ouais. Dragon Ball Z.
C'est quoi? C'est une boule d'énergie qu'on fait venir de soi et qu'on va comme ça diffuser là où on a à la diffuser. Et là, dans l'immédiat, avec votre Kamehameha, je vous propose d'applaudir Anaïs Henry. Merci. Merci Christophe. Bonsoir. Alors, moi, je vais être peut-être un petit peu gênante pour vous ce soir. J'ai décidé de vous proposer un cas qui n'existe pas pour les humanitaires, en tout cas, ils ne veulent pas en parler. Et chez les fundraisers, on n'en parle pas trop non plus parce que, je ne sais pas trop, ça gêne peut-être les gens. Alors, voilà, dans l'imaginaire collectif, l'humanitaire, c'est ça. C'est Bernard Kouchner avec son sac de riz. C'est né en 1980 avec cette idée un peu folle de vouloir traverser les frontières et de se dire que, malgré les frontières, on allait quand même y aller pour sauver les gens qu'il y avait derrière. C'était clairement de l'ingérence, complètement assumée. Et voilà, ça c'est l'image qu'on a aujourd'hui, mais en fait l'humanitaire aujourd'hui c'est pas ça, ça s'est professionnalisé, il y a des process, il y a de l'administratif, on demande des autorisations pour aller intervenir dans les pays, etc. La collecte de fonds, souvent dans l'imaginaire collectif, ça reste les restos du cœur, parce qu'on le voit beaucoup à la télé, ça reste aussi les quêtes de la Croix-Rouge, qui avaient lieu récemment aussi. Voilà, et puis, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en 2017, il y a un petit jeune sur les réseaux sociaux qui s'est dit moi aussi, j'ai ce rêve d'aller aider les gens et de traverser les frontières. Et on peut y arriver tous ensemble. Et on peut y arriver ensemble en faisant de la collecte de fonds. Et donc, vous avez peut-être tous reconnu, c'est Jérôme Jarre. Donc, une petite vidéo pour montrer ce qu'il a fait en septembre auprès des Rohingyas. Elle est où, Élodie? Ça ne marche pas. Sur quoi? Bah non, ça marche pas. Désolée. Hein. Je ne vais pas imaginer les histoires qu'on a pu entendre ici de ces survivants du génocide qui a eu lieu en Birmanie. Donc ce sont des Rohingyas et ils ont vécu l'enfer, ils ont perdu, leur famille est morte, ils ont perdu leur maison, ils ont perdu leur pays, ils n'ont plus de pays, ils n'ont plus rien. Pour eux, dans leur tête, l'humanité est une farce et l'humanité n'existe pas. Parce qu'en plus, maintenant qu'ils sont arrivés dans ce camp de réfugiés au Bangladesh, ici ils n'ont aucun droit. Aucun droit, ils n'ont pas le droit de sortir du camp, ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont en train de perdre toute leur dignité. C'est l'enfer. Et du coup, on est venu ici en groupe pour essayer de parler avec eux, pour essayer de les écouter et pour essayer de comprendre, est-ce que, même si le problème est tellement gros et on ne sait pas par où commencer, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose et au moins essayer. Et du coup, avec eux, on a eu une idée. C'est le fait que nous, vous, presque chacun de nous, tout le monde, aujourd'hui a des gens qui les suivent sur les réseaux. Donc on a tous en gros une audience. Certains de nous ont des petites audiences, certains de nous ont des grosses audiences. On a tous une audience. On a tous une voix. On peut tous s'exprimer. Ces gens-là n'ont aucune voix. C'est sûrement les gens au monde qui ont le moins de voix aujourd'hui dans le monde. Et du coup, pourquoi pas donner toutes nos voix pendant 48 heures, et si on donnait toutes nos voix aux Rohingyas. On appellerait ça Love Army for Rohingya. Et en fait, on unirait toutes nos audiences. On s'en fout que quelqu'un ait 50 followers ou 10 millions de followers. Ce qui compte, c'est de dire oui, j'en fais partie. Je vais donner ma voix aux Rohingyas pour 48 heures. Donc, voilà, en gros, il a appelé sa communauté. Il a mobilisé des influenceurs, dont Omar Sy, dont DJ Snake, pour ceux qui le connaissent. Et en 48 heures, il a réussi à lever 2 millions d'euros. Et nous, en tant que fundraiser, c'est un truc qu'on rêverait faire, de collecter autant d'argent en si peu de temps. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que même si on dit « Ok, c'est pas un fundraiser, ok, c'est pas un humanitaire », mais il y a quand même des points assez positifs qui peuvent nous remettre en question et essayer de trouver la bonne idée chez nous pour pouvoir y arriver.
les points positifs, moi, que je trouve sur cette histoire de Jérôme Jarre, c'est que, il a réussi à faire parler d'une cause dont on ne parle jamais, de la population la plus opprimée au monde, qui sont les Rohingyas. Et je pense que, peut-être même, parmi vous, il y a des gens qui, avant ça, ne savaient pas qui étaient les Rohingyas. Donc rien que pour ça, je trouve que c'est une super idée. Après, il a réussi aussi à mobiliser des jeunes, parce que ceux qui ont donné, c'était principalement des jeunes, les populations qu'on a du mal à toucher, nous, en tant que fundraiser. Et donc, ça participe un peu à cette éducation de la générosité auprès des publics les plus jeunes. Après, ça pose question, je suis d'accord, ça pose question sur l'aide humanitaire qu'il va apporter après, derrière. Comment est-ce qu'il va mettre en place concrètement son action? Avec 2 millions d'euros pour 700 000 Rohingyas, on ne fait pas grand-chose. Mais du coup, comment est-ce qu'il met ça en place? Comment est-ce qu'il essaye de voir une stratégie un peu plus long terme? Comment est-ce qu'après, il va fidéliser ses donateurs en vrai pour pouvoir apporter une aide qui soit un peu plus durable? Voilà, donc je vous laisse avec ce questionnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Anaïs. Merci. Alors, on va accueillir maintenant Thomas. Et avant de l'accueillir, il faut quand même que vous sachiez de lui deux, trois bricoles. Thomas, donc, il est passionné de jeux vidéo et de nouvelles technologies depuis longtemps, puisqu'a priori, sa première connexion à Internet remonte à 1997. À l'époque, ça s'appelait France Télécom, peut-être même Wanadoo. Il y en a qui se souviennent de Wanadoo. C'est générationnel, voilà. Et donc, le problème, c'est qu'ils n'ont pas noté la moindre déconnexion sur le compte de Thomas depuis. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre, Thomas? Que son son préféré à lui, c'était la voix de sa fille. C'est mignon, non? Attendons qu'elle soit adolescente, et puis on le réentendra. Ça aussi, c'est générationnel. Et puis enfin, une dernière anecdote, la plus difficile à obtenir, celle qui vient confirmer les deux premières, pas pour ta fille. Hein, ouais. Mais à 6 ans, il a cassé, ceci dit, elle le fera peut-être aussi, à 6 ans, il a cassé le Mac familial en jouant à un jeu vidéo. Et il prétend encore, là, à l'âge qu'il a, ne pas savoir ce qu'il a fait à l'époque. Voilà, je vous demande d'accueillir Thomas par des applaudissements nourris. Merci. Bonjour, un peu stressé, hein, vous êtes beaucoup. Alors, quand j'ai été invité à cette session, j'ai toujours été passionné, comme le dit Christophe, par le web, par le numérique, par toutes les nouvelles technologies. Et donc la première chose que je me suis dit, c'est super, je vais pouvoir parler de choses très intéressantes. J'ai proposé différents sujets, ils m'ont tous été refusés par la FF. Stéphanie, merci. Yael, merci. Alors, j'ai quand même décidé de vous en parler une seconde. Le premier, c'était les lolcats, ces héros des temps modernes, un sujet que tous les fundraisers devraient s'emparer pour faire beaucoup de collectes. Le deuxième, la big data, 10 conseils pour faire maigrir rapidement et simplement votre base de données. On pourra en discuter après. Et le dernier, alors ça va peut-être plus parler aux technophiles, mais on a parlé d'agilité. Hein. L'agilité a changé ma vie. Découvrez comment développer la productivité de ses enfants et de ma fille grâce à la méthode Scrum. Alors tout ça a été refusé et j'ai quand même voulu chercher quelque chose dans le numérique. Et donc, en cherchant dans le numérique, j'ai cherché une idée que j'aurais aimé avoir. J'ai regardé des vidéos, j'ai lu des bouquins, bon, non, j'ai regardé Twitter et j'ai regardé ce qu'il y avait. Et d'un coup, il y a quelque chose qui est ressorti. Ce qui est ressorti, c'est l'alliance du numérique au profit de l'expérience donateur. Et plus spécifiquement, l'utilisation de la réalité virtuelle au profit de l'expérience donateur. On peut sauter ce slide. Et plus spécifiquement, la réalité virtuelle utilisée par Charity Water. Alors je pense que je vais présenter très brièvement Charity Water. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Une grande association ONG américaine qui agit pour l'accès à l'eau potable et saine. Des milliers de projets depuis sa création, des millions de personnes aidées. Mais techniquement, même si ces chiffres sont impressionnants, en réalité, il faut quand même se rendre compte que le contexte est très compliqué. Pour une personne comme moi, qui ne connaît pas la soif, même si on a chaud dans cette salle, je ne connais pas la soif. Regardez, la bouteille d'eau, j'en ai récupéré une, j'ai bu un verre d'eau et ça allait très bien. Et en fait, comment on fait passer dans le regard du donateur, d'un primo-donateur, la possibilité et l'importance de l'eau lorsqu'on ne connaît pas la soif et lorsqu'on ne fait pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau? Et bien, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé la réalité virtuelle pour faire ça.
Et pour utiliser la réalité virtuelle, ils ont créé un film sur Selam, une jeune fille de 13 ans éthiopienne. Alors, ils n'ont pas juste créé un film pour un film. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un grand gala de charité. Et là, il y a 400 New-Yorkais qui arrivent dans la grande salle de gala. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils vont partir ce soir-là en Éthiopie. Donc un tout petit village. Il faut bien se rendre compte, sur ces 400 donateurs, potentiels donateurs, aucun n'est allé une seule fois en Afrique. Ils ne connaissent pas du tout, ils ne connaissent pas l'Éthiopie. Ils n'ont pas non plus prévu ce soir-là d'aller en Éthiopie, il faut être très clair, ils n'ont pas leur passeport, ils n'ont rien. Et vous vous doutez que ça ne se passera pas comme ça. Ils mangent, la soirée se passe bien, et d'un coup, à la fin, juste avant d'aller lancer la collecte de fonds, là, il y a 400 casques de réalité virtuelle, comme celui-ci. Je ne vais pas le mettre parce que sinon je ne vous vois pas, mais ça m'aurait déstressé un peu. Il y a 400 donateurs qui vont en fait découvrir la vie de Selam à travers la réalité virtuelle. Alors je vous la présente très rapidement. Selam, c'est une jeune fille de 13 ans. Elle vit avec son père, sa sœur et son frère. Et donc la vidéo commence, c'est un film de 9 minutes. La vidéo commence et Selam en fait nous parle face caméra. On est à ses côtés. C'est nous qu'elle regarde. On peut se tourner, on voit son environnement. Si vous voulez tester ce soir, vous pourrez le tester. Et en fait là on la découvre et on la suit et elle va chercher de l'eau. L'eau elle est noire, elle est pleine de sangsues, elle est pleine de maladies. Elle n'a pas envie de la boire cette eau. Mais c'est la seule source d'eau qui est dans le coin. Elle rentre chez elle, on la voit avec son frère, sa sœur, son père. Elle nous parle, elle nous explique son quotidien, et à un moment, elle nous explique que des hommes vont arriver. Des hommes qui vont arriver pour forer le sol. Ils arrivent, et là, c'est cette image, on est ici, et on se retrouve aux côtés du village, et on va vivre avec eux en fait le fait de voir jaillir l'eau, et de voir toute la joie qui va arriver. Et le film se termine sur une chose simple, c'est Selam qui, en voix off, nous explique que son quotidien a changé. Aujourd'hui, elle ne va plus chercher de l'eau, elle ne marche plus, elle va 5 jours sur 7 à l'école, et elle se projette avec un avenir. Ce film, il est important, pourquoi? Parce que, pour tout vous dire, ils avaient prévu de faire une belle collecte de fonds. On est quand même sur du grand donateur, c'est un gala de charité, mais ça a explosé. Ça a totalement explosé. Ils ont collecté 2,4 millions de dollars grâce à ce film, juste après. Et vous allez me dire, oui, mais ils avaient peut-être prévu de donner 2,4 millions de dollars. C'est vrai. Alors, on va parler d'un autre grand donateur. C'est un grand donateur qui a été invité par l'association. Donc, il a prévu de donner 60 000 $. Il leur a dit, et donc, dans ce cadre-là, l'association le reçoit. Et elle décide de lui montrer ce film-là. Le donateur va donner 400 000 $. La réalité virtuelle, c'est ça. Il faut se rendre compte qu'en fait, pendant cette expérience, ils sont tous partis. Ils sont partis en Éthiopie. On s'est retrouvés à côté. Et l'ayant regardé, l'ayant vécu, c'est impressionnant comme vous ressentez les choses. La réalité virtuelle change et crée de l'émotion. On dit que la réalité virtuelle est une machine à créer de l'empathie, et c'est vrai. Je crois que c'est Kate Allen, qui est la directrice de la communication d'Amnesty International, qui dit « Si une image vaut 1000 mots, la réalité virtuelle vaut un roman. » C'est une réalité, ça fait transparaître et transmettre plein d'émotions. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la réalité virtuelle, elle a dépassé en fait ce simple format de collecter des fonds. Aujourd'hui, elle est utilisée aussi par d'autres structures associatives, véritablement dans leurs projets associatifs. Leurs projets associatifs pour sensibiliser. Alors, je vais pas vous dire les noms anglais parce que je suis pas bon. Là, c'est l'association en fait qui lutte, qui fait de la sensibilisation pour l'autisme et qui explique en fait avoir créé un dispositif pour faire rendre, à travers la réalité virtuelle et le son, ce que c'est en fait le stress d'une personne autiste dans un environnement tel qu'un centre commercial. La deuxième chose, c'est aussi pour aider. Ça, c'est dans un hôpital, au niveau des soins palliatifs. Et donc, en fait, avant d'aller rejoindre l'hôpital, et pour déstresser le patient, on lui met un casque de réalité virtuelle et il va pouvoir découvrir en fait qui sont les patients, qui sont les médecins. Il va découvrir l'environnement avant d'être sur le futur lieu de l'hôpital. Et ça va aussi pour les familles. Ce qui est aussi important, c'est Chris Milk. Chris Milk, c'est en fait un pionnier dans la réalité virtuelle. Et ce qu'il dit, c'est que la réalité virtuelle est une machine qui nous rend plus humains. Et il va un peu plus loin. Il nous dit qu'elle permet de changer les pensées et finalement réellement de nous faire transparaître ce qu'est la réalité d'une autre personne, alors même qu'on ne la vit pas et on ne la connaît pas. Et donc en conclusion, c'est pas la conclusion, pardon, et si ce n'était que le début 20% des Français ont déjà fait une expérience de réalité virtuelle. Aujourd'hui, avec des cardboards, avec des casques pas chers, vous pouvez tenter l'expérience de réalité virtuelle. Ce que je vous incite à faire, c'est effectivement, ce n'est que 20%, il y a plus de 60% des gens qui souhaitent la tester. Et donc je vous incite, vous, en tant qu'organisation, la semaine dernière, je crois, où il y a un peu plus de 2 semaines, VVF lançait son premier film VR. J'ai des infos qui me disent qu'il va y en avoir d'autres aussi.
Et donc, lancez-vous, testez, même si c'est sur des micro-cibles, allez-y. Et donc, en conclusion, je vais utiliser une citation, pardon, on me fait des signes. Pardon, les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles sont seulement de l'avenir. Et je voulais en fait profiter aussi de cette parole pour vous dire merci à vous. Merci parce que c'est vous qui avez des bonnes idées. Moi, je ne les ai pas toutes. Et ce que je voulais vous proposer, c'est de vous applaudir, vous. Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Virginie, c'est ton tour. Donc Virginie, elle quand je lui ai envoyé oui, c'est ça, un portrait chinois par mail, elle m'a dit oh, c'est nul ton truc. Et donc elle a choisi le questionnaire de Bernard Pivot, que je ne vais pas vous lire en entier évidemment, mais dont j'ai retenu quelques petites choses. Elle aimerait être réincarnée en chêne, elle peint la nuit, elle déteste les moustiques. Elle pense que chaque jour devrait être un éclat de rire et son mot préféré est l'innovation. Ouais, bon, voilà. Donc, en hommage à quelqu'un qui t'était cher, je te dis, Saint-Père-Lipopette, Virginie, c'est à toi. Hi everybody, I'm going to present you the Tom's case today. So I wish I had this idea and I didn't. So this is so everybody know Tom's case? Qui connaît? Qui connaît le cas de Tom's? Bon, il y a encore peu de gens, donc ça va, c'est pas encore très connu en France. Alors Tom Case, c'est l'histoire, c'est à l'américaine, c'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Blake Mykowski. En fait, il a été en Argentine et en allant dans une école, il s'est rendu compte que la plupart des enfants dans les écoles n'avaient pas de chaussures. Donc il s'est dit, tiens, il y a un problème, comment le résoudre? Ça, c'est ce que vous aimez bien, vous les fundraisers, partir d'un problème et trouver une solution. Blake, c'était la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, on se dit comment attraper les entrepreneurs 3.0. Blake est un entrepreneur 3.0. Et justement, il s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais créer? Donc il a eu la bonne idée de se dire qu'il avait un gros réseau d'entrepreneurs et qu'autour de lui, il y avait sûrement des gens qui étaient intéressés pour acheter ses chaussures. Donc là, vous voyez les chaussures Tom's qui sont là. Et il s'est dit, donc Tom's aujourd'hui produit à peu près 60 millions de paires de chaussures. Donc en fait, c'est une énorme entreprise. Ils sont présents dans une vingtaine de pays, ce qui est énorme aussi. Et ils ont un business model qui est assez simple, puisqu'en fait, quand vous achetez une paire de chaussures, c'est entre 50 et 60 euros. Dans le business model de la paire de chaussures, en fait, ils ont calculé le coût d'une chaussure à distribuer dans les pays en voie de développement. Donc évidemment, ils ont commencé par l'Argentine. Ils ont fait produire les chaussures sur place au plus près du consommateur pour avoir le moins de frais de logistique. Et puis, ils se sont développés sur d'autres sujets comme les lunettes. Aujourd'hui, ils vendent à peu près 400 000 paires de lunettes. Et ça permet aussi à des enfants qui ont un problème de vue de pouvoir avoir des lunettes de l'autre côté du monde. Donc là, vous voyez les enfants avec les chaussures qui ont été distribuées. Là, c'est les réseaux de distribution. Donc des réseaux de distribution qui sont différents. Vous voyez bien que la paire de chaussures est différente dans le pays où est distribuée la chaussure pour les plus pauvres. Donc c'est sûr, c'est des chaussures très simples. Alors que sur les États-Unis, la chaussure, c'est vraiment des chaussures très tendance, mode, qui s'adaptent au goût des consommateurs d'aujourd'hui. Et évidemment, le prix de 50 € n'est pas non plus un prix aberrant. Alors Blake se balade toujours avec sa paire de Tom's partout où il va. C'est un entrepreneur qui va sur le terrain. Il emmène tous ses partenaires entreprises et il les mobilise de façon à que tous les salariés de l'entreprise puissent acheter une paire de Tom's. Blake, une fois, a oublié ses paires de chaussures en allant à l'aéroport. Et puis qu'est-ce qu'il voit en arrivant à l'aéroport? Il voit une fille avec des belles chaussures Tom's. Il lui dit « Hi, how are you guys ?» Et puis elle lui dit j'ai acheté où t'as acheté ces paires de chaussures? Et elle lui dit mais tu connais pas, c'est Tom's, c'est des super paires de chaussures. Enfin, le mec qui a monté ça, c'est un mec formidable, il a monté une boîte incroyable. Puis le mec Blake, il se dit mais en fait il faut que je lui dise que c'est moi. Donc ils disent en fait c'est moi qui ai monté les chaussures Tom's. Il fait mais alors pourquoi t'as les cheveux longs? Alors du coup en fait on parle des donateurs 3.0.
Les donateurs 3.0, ils aiment, c'est des hommes de terrain, ils aiment aller sur le terrain, ils aiment le green marketing, ils aiment des communications simples, le message one-to-one, c'est simple, ça parle à tout le monde, c'est facile. Et ils aiment aussi le côté recyclage, le côté entrepreneuriat social. Donc là, les produits qui sont utilisés sont des produits à base de végétal, etc. Et ensuite, sur place, on développe l'entrepreneuriat avec des personnes qu'on forme à la création de chaussures. Donc, Blake Mycoskie a aussi écrit un bouquin qui a été un best-seller aux États-Unis, qui l'a fait connaître, et beaucoup de CEO se sont inspirés de ce modèle. Il a développé des cartables, il a développé, donc, comme je vous l'ai dit, des lunettes. Et puis il a aussi fait des campagnes de communication assez choc, punchy pour les jeunes. Donc là, c'est la semaine du Shark. Et vous voyez les dernières chaussures tendances, mais il a aussi développé une semaine, c'est pour ça que je suis pieds nus, il a développé une semaine Without Shoes. Et en fait, cette semaine, c'est une journée en fait Without Shoes. Il propose à toutes les personnalités connues du monde, un peu comme à Jérôme Jarre, c'est-à-dire de faire une photo d'eux sans chaussures et de la distribuer. Et en fait, grâce à ça, à chaque fois qu'il fait des campagnes, il y a plus de 300 000 enfants qui ont des nouvelles chaussures. Donc pour lui, c'est des campagnes de belle visibilité. Et en fait, il est parti du constat que et cette fille qu'il avait croisée à l'aéroport et tous ces gens qui avaient des réseaux étaient ses meilleurs ambassadeurs. Donc lui travaille dans un tout petit bureau, il n'y a absolument personne. Mais il a vraiment basé sa stratégie sur les réseaux sociaux. Et je pense que demain, dans 10 ans, le fundraising sera complètement différent. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'ampleur que prend les réseaux sociaux. Donc il va falloir qu'on change tous rapidement. Et c'est vrai que ce type de cas est assez intéressant. Donc ils partent aussi sur tout ce qui est star system. Voilà, toutes les stars aujourd'hui portent des Toms. Et du coup, c'est une façon de communiquer. Donc voilà, ce cas m'a beaucoup inspiré. J'espère qu'il va en inspirer d'autres. Et j'espère un jour pouvoir créer un projet aussi fantastique que celui-là. Merci. Bien, merci beaucoup. Ça fait 3 fois de suite que je me dis prends tes textes pour la fin. J'oublie à chaque fois, donc là je le fais maintenant. Je n'oublierai pas. On va maintenant accueillir Camille Voisin. Camille Voisin, qui, à 16 ans, part seule vivre une expérience assez incroyable. Elle part seule au fin fond de la Russie, vivre au sein d'une famille de 8 dans un 2 pièces. De ce que j'ai retenu du portrait chinois de Camille, c'est qu'elle vit probablement avec les livres, et de ce que j'en ai déduit, notamment si j'avais à déduire probablement un de ses rêves, ce serait de lire Le Maître et Marguerite de Bulgakov, pas les frères qui ont défrayé la chronique récemment. Bulgakov est un écrivain qui n'a rien à voir avec les pseudo-astrophysiciens. Et donc Le Maître et Marguerite de Bulgakov en kimono dans sa chambre. C'était des choses qui ressortaient de son portrait chinois. Le Maître et Marguerite de Bulgakov, qui n'a rien à voir non plus, j'y pense maintenant. Marguerite, moi ça me fait aussi penser à la vache de Fernandel. Hein, donc c'est pareil, hein, c'est absolument pas inspiré de Bulgakov. Mais donc Bulgakov a plutôt écrit un manifeste pour la liberté et contre le conformisme. Et d'une certaine manière, c'est un peu ce que Camille va venir nous présenter. Voilà, applaudissements pour Camille, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, ça marche? Donc bonjour, je crois que c'est la dernière histoire, c'est un peu dur de passer la dernière, mais donc moi, mon histoire va commencer dans un train en Russie. Donc voilà, depuis quelques semaines, je pense que vous êtes experts de la géographie russe, même si ça, c'est un stade où on s'est fait huer mardi dernier. Mais donc, moi, en traversant le plus grand pays du monde dans le transsibérien, j'en profite pour m'arrêter de temps en temps pour rendre visite à des amis. Je ne les ai pas vus depuis extrêmement longtemps. Donc évidemment, la première question qu'ils me posent, c'est « Mais alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Я занимаюсь fundraising. Voilà, jusque-là, tout va bien. Fundraising, c'est pas très dur à dire, c'est fundraising. Mais je m'étais super bien préparée. J'avais regardé dans le dictionnaire, cherché un tout petit peu de vocabulaire pour savoir expliquer ce que c'est que le fundraising, ce que je fais dans la vie, pourquoi j'aime ça. Ce que je sais pas vous, mais moi en général, quand je dis que je fais du fundraising à Paris, j'ai surtout droit à des mines dubitatives. Du quoi Donc voilà, j'étais super prête.
Et surprise, non seulement fundraising, c'était pas très dur à dire, mais en plus, tout le monde savait ce que c'était. Et surtout, ils étaient hyper impressionnés. Ah ouais, toi, tu fais ça. Ouah. Donc j'en ai un peu profité, j'ai eu un peu les chevilles gonflées, mais au bout d'un moment, j'ai quand même fini par me demander pourquoi. Pourquoi c'était si admirable de faire du fundraising en Russie et ce que ça pouvait bien vouloir signifier. Ah oui, c'est parce que ça, pardon, j'ai loupé une slide. Ça, c'était vraiment la sensation que j'avais quand je racontais ce que je faisais en Russie. Mais donc imaginez un monde qui sort à peine du communisme, donc d'une époque où l'idée même de générosité privée est inconcevable. Un monde où seulement 25% des Russes donnent à des ONG, contre 58% des Français. Un monde qui a connu évidemment des années de banditisme à l'époque de la libéralisation de l'économie, dont de nombreux scandales de fausses ONG qui collectaient des dons, donc entraînant un problème de confiance. Imaginez un monde où le salaire moyen est d'environ 500 € par mois, et donc le don annuel moyen est de 29 €. Et enfin, imaginez un monde où non seulement le donateur ne défiscalise pas, mais où en plus il paye une taxe sur son don. Ouais. Donc voilà, imaginez ce monde, imaginez être un fundraiser dans ce monde-là, et là, attendez le coup de grâce. Parce qu'il arrive. Il arrive en 2012, lorsque le Parlement russe vote sa loi sur les agents étrangers. Donc c'est une loi qui oblige toutes les organisations étrangères qui bénéficient de financement étranger et qui ont une activité politique, évidemment tout peut être considéré comme politique, à s'enregistrer en tant qu'agent étranger. Il faut avoir en tête que c'est un qualificatif qui a hérité de l'ère stalinienne et qui désignait tous les ennemis de la Russie, donc il est très très péjoratif dans l'esprit de l'immense majorité des Russes. Ce qui fait qu'évidemment, une fois qu'on est désigné agent étranger, c'est impossible de gagner la confiance des Russes, donc de collecter des dons, et plus aucune entreprise ne veut associer son image à la vôtre. Donc voilà, imaginez tout ça. Imaginez encore une fois être un fundraiser dans ce monde-là et demandez-vous ce que vous auriez fait. Il y a beaucoup de grosses ONG très établies qui ont tout simplement mis la clé sous la porte. Mais en 2012, il y a un homme extraordinaire, un homme qui a une idée que j'aurais aimé avoir. Lui, Igor Tchestin. Igor, c'est le directeur du WWF en Russie. Il faut bien avoir en tête qu'en Russie, et en 2012, le WWF russe, c'est seulement des financements étrangers à 99%, et évidemment des activités qui peuvent être considérées comme politiques. Mais Igor, en 2012, ne va pas du tout se laisser abattre, il ne va pas mettre la clé sous la porte, il va même répondre publiquement, pardon, je vous tourne le dos, c'est pas poli, c'est pour prendre mon papier, il va répondre publiquement en ces mots. Je vais essayer de faire en sorte que le terme agent étranger devienne un signe de qualité. Nous ne sommes pas des escrocs ou des voleurs, nous sommes des agents étrangers. Et donc, nous ne prenons pas de pot de vin ni de dessous de table et nous ne pillons pas le budget de l'État. Vous pouvez avoir confiance en nous. Et c'est l'image que nous allons créer à travers le pays. Nous allons montrer aux Russes que des centaines de milliers de gens soutiennent notre organisation à travers le monde. Je pense que si nous agissons de cette manière, ce terme agent étranger va finir par sonner comme Dior sonnait en comparaison aux marques soviétiques. Donc voilà, Igor se dit « Ok, on n'est pas le WWF, on est le WWF, donc on sera toujours vu comme une organisation étrangère. Mais si on retournait la situation, si on faisait en sorte que ça devienne un atout, un signe de qualité pour augmenter la notoriété du WWF en Russie et donc le pourcentage de dons issus de la générosité privée russe. C'est un défi qui va matérialiser dans un plan quinquennal, son plan quinquennal 2013-2017. Donc pour être Dior, il faut d'abord avoir des compétences. Donc la première chose qu'il fait, c'est de recruter une équipe de jeunes diplômés d'école de commerce qui ont une première expérience en entreprise privée. Et donc c'est avec cette équipe commerciale qui va littéralement révolutionner la stratégie du WWF en Russie, avec un focus sur l'acquisition de nouveaux donateurs russes. Il change le message, donc le message devient le monde entier pour une seule et même planète, donc une affirmation de l'identité internationale. C'est un message qui va se confirmer jusqu'à la campagne 1% of the Russian. Donc le monde entier est fier de notre nature, mais seulement 1% des Russes aident à la sauver. Donc une affirmation de l'identité internationale et un call to action aux Russes, avec des stars russes mais qui ont une image internationale, et c'est une campagne qui est extrêmement diffusée. Ensuite, il change la cible, ça devient les 25-34 ans, donc de jeunes Russes, pour qui évidemment les termes agents étrangers ont moins de sens, qui ont souvent fait leurs études à l'étranger, donc qui ont un attrait pour les marques occidentales, une conscience écologique et bien sûr des revenus supérieurs à la moyenne. Il va mettre en place une campagne majoritairement digitale, donc avec énormément de dons par SMS, de dons en ligne évidemment, mais aussi un site internet qui est très interactif, qui vient de gagner de nombreux prix, beaucoup de happenings sur les réseaux sociaux. Là par exemple, c'est un concert des Momies Trolls sur Frontaktier, le Facebook russe. Donc
On a aussi, par exemple, une page d'erreur sur Adna Klasniki, qui est le copain d'avant russe, un vrai copain d'avant qui fonctionne. Et c'est une page d'erreur brandée VVF, espèce en voie de disparition. Énormément de partenariats entreprises. Là, c'est un partenariat avec Alpha Bank, qui est la première banque privée en Russie. Et Alpha Bank, ce qu'ils font, c'est que non seulement ils font du branding sur les cartes, ils habillent les bornes de retrait, mais ils proposent aussi du don sur transaction pendant les retraits. Pour être dur, il faut aussi avoir une image d'expert. Donc, il va faire beaucoup de presse et, par exemple, des journées d'immersion d'influenceurs et de presse avec les experts sur le terrain. Igor, il va aussi mettre en place un outil de suivi des dons, ce qui est assez incroyable sur le marché russe, c'est assez innovant. Donc, j'ai que 7 minutes. Donc, les résultats, même s'il y a énormément d'autres opérations incroyables, les résultats pêle-mêle sont très impressionnants. En 4 ans, on a plus 700% de followers, plus 250% d'adresses mail collectées, plus 4500% de dons en ligne. Et quand on regarde les rapports d'activité, entre 2013 et 2017, on a pêle-mêle, et même chaque année, entre 10 et 40% d'augmentation du nombre d'adhérents, du nombre de bénévoles, du nombre de partenaires entreprises et même du volume de dons. Et pour finir, j'ai un petit message d'Igor pour vous. In 2014-2017, the real disposable income of the Russian citizens dropped by about 12%, which is quite incredible compared to Western Europe, for example. At the same time, WWF Russia has raised its income collected from individuals by about 40% in the same years, which means more than 10% growth every year. Sometimes it was even 25% a year. That shows that despite all the obstacles which you can see, you can always turn the threat into the opportunity. And that's exactly what I wish to you guys, to turn your threats into the opportunities and to take our example and make your case even better. Bon, l'accent russe, c'est pas toujours facile et le son est pas très fort, mais ce qu'il faut retenir, c'est que moi j'adore Igor et ce qu'il souhaite à tous les fonds de réserve, c'est d'arriver à transformer toutes les menaces en très belles opportunités. Et j'espère que c'est ce que vous pourrez faire après ce séminaire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Camille, à Virginie, à Thomas, à Anaïs, Vincent. Je vais vous demander de venir sur scène. Et à vous, je vais vous demander de les réapplaudir à nouveau. Dans une liesse absolue. Merci. Merci beaucoup.